Le premier coup. Je connus alors pour la première fois les joies de l'exploration. L'île était inhabitée. J'avais laissé derrière moi mes compagnons de bord, et je n'avais devant moi que des bêtes et des oiseaux. J'errais au hasard parmi les arbres. Brusquement, il y eut une grande agitation parmi les joncs. Un canard sauvage prit son essor en poussant un appel rauque, un autre le suivit, et bientôt une grande nuée d'oiseaux criards se mit à tourner en cercle sur toute l'étendue du marais. Je jugeai immédiatement que certains de mes compagnons de bord devaient approcher. Je ne me trompais pas, car j'entendis bientôt le son faible et lointain d'une voix humaine, qui, tandis que je l'écoutais, devint de plus en plus forte. Ceci m'inspira une grande frayeur. Je rampais sous l'abri du chêne vert le plus proche, et je m'y blottis, l'oreille au guet, sans faire plus de bruit qu'une souris. Une seconde voix répondit. Puis, la première, que je reconnus pour celle de Silver, reprit le fil de son histoire pendant longtemps de façon très volubile, et ne fut interrompue par l'autre que très rarement. D'après leur ton, les deux interlocuteurs devaient discuter sérieusement, même avec violence, mais je ne pus distinguer un seul mot. À quatre pattes, je me mis à avancer avec lenteur, mais régulièrement vers eux, et enfin, à travers une trouée dans les feuillages, je pus apercevoir, au creux d'un vallon verdoyant proche du marais et étroitement entouré d'arbres, Long John Silver, en conversation avec l'un de ses matelots. « Camarade, disait-il, c'est parce que j'estime que tu vaux ton pesant d'or, oui ton pesant d'or, je t'en fiche mon billet. Si je t'avais pas la bonne, tu crois que je serais là à te prévenir? Tout est réglé maintenant, il n'y a plus rien à faire. C'est pour sauver ta peau que je te cause. Et si un de ces sauvages savait ça, dans quel drap je serais, Tom? Dis-moi un peu, dans quel drap je serais? Soudain, un bruit l'interrompit. Je venais de découvrir un des matelots fidèles, et à cet instant même, j'eus des nouvelles d'un autre. Au loin, dans le marais, jaillit un cri de colère, suivi immédiatement d'un second cri, puis d'un hurlement horrible et prolongé. Les rochers de la Longue-Vue en répétèrent plusieurs fois les échos, et toute la troupe des oiseaux aquatiques prit de nouveau son essor dans un grand bruissement d'ailes, assombrissant le ciel. Longtemps après, ce cri d'agonie résonnait encore dans ma tête, alors que le silence régnait à nouveau et que la langueur de cet après-midi torride était rompue seulement par le fracas lointain du ressac et le froissement des plumes des oiseaux en train de se poser. Tom avait sursauté, comme un cheval sous l'éperon, mais Silver était resté impassible. Légèrement appuyé sur sa béquille, il demeurait à la même place, observant son compagnon, tel un serpent prêt à frapper. « John !» s'écria le matelot en tendant la main. « Ça, je suppose que c'était Alan. » En entendant ces mots, le pauvre Tom fut pris d'une fureur héroïque. « Alan » s'écria-t-il. « Qu'il repose en paix, car c'était un vrai marin. Pour ce qui est de toi, John Silver, tu as été longtemps mon copain, mais c'est bien fini. Si je dois crever comme un chien, je crèverai en faisant mon devoir. Alors comme ça, vous avez tué Alan? Eh bien, tue-moi aussi si tu peux, mais je t'en défie. » Cela dit, cet homme courageux tourna immédiatement le dos au cuisinier et se mit en marche vers la grève. Il ne devait pas aller bien loin. Poussant un cri de rage, Silver s'accrocha d'une main à une branche d'arbre, enleva rapidement sa béquille de dessous son bras et lança cet étrange projectile qui alla frapper le pauvre Tom, la pointe en avant, avec une force stupéfiante, juste entre les deux épaules. L'infortuné leva les bras, poussa un soupir étouffé et s'écroula sur le sol. Nul ne saura dire s'il était légèrement ou grièvement blessé. Selon toute vraisemblance, à en juger par le bruit du coup, sa colonne vertébrale fut brisée net. Mais il n'eut pas le temps de reprendre ses sens. Quelques instants plus tard, Silver, agile comme un singe, même privé de sa béquille, se trouvait courbé au-dessus de sa victime et enfonçait par deux fois son poignard jusqu'à la garde dans ce corps sans défense. De ma cachette, je l'entendis halter en frappant. Soudain, Long John mit la main dans sa poche et en sortit un sifflet dont il tira plusieurs modulations qui résonnèrent au loin dans l'air surchauffé.
Naturellement, j'ignorais le sens de ce signal, mais il éveilla aussitôt mes craintes. D'autres hommes allaient arriver, qui pourraient bien me découvrir. Les mutins avaient déjà tué 2 matelots fidèles. Après Tom et Alan, ce serait peut-être mon tour. Aussitôt, je commençai à me dégager du fourret pour regagner le plus vite et le plus silencieusement possible la partie la moins touffue du bois. Ce faisant, j'entendais le vieux boucanier et ses camarades échanger des appels, et ce bruit, signe de danger, me donna des ailes. Dès que je fus hors du fourret, je courus comme je n'avais jamais couru de ma vie, sans me soucier de la direction que je prenais, pourvu qu'elle m'éloignât des assassins. En vérité, j'étais irrémédiablement perdu. Sans y prendre garde, j'arrivai au pied de la colline aux 2 pics, dans une partie de l'île où les chênes verts, plus éloignés les uns des autres, ressemblaient davantage par leur aspect et leur dimension à des arbres de haute futée. Ils étaient entremêlés de quelques pins qui pouvaient avoir de 50 à 70 pieds de haut. L'air y semblait plus pur qu'au bord du marais. Et voilà qu'une nouvelle alerte me cloua sur place, le cœur battant à tout rompre.